lot presque au quotidien. Bien loin de les redouter, je les espérais, les imaginais, les idéalisais. Cette inclination n'a fait que se renforcer au fil des années. J'en ai même fait le fil conducteur de ma carrière politique. En conséquence, j'ai toujours essayé de me rendre indispensable, partout où je me trouvais. Pour y parvenir, quoi de mieux qu'une situation qui semble si inextricable que personne ne songe à s'y frotter. Ainsi, jeune parlementaire et membre anonyme de la direction de ma famille politique, j'étais toujours le premier à vouloir monter au front lors d'un événement politique contraire ou pour une soirée électorale décevante, voire catastrophique. Loin de me lasser, j'ai fini par apprécier ces moments de solitude, où tout pouvait se jouer en un rien de temps, où les décisions devaient être prises dans l'instant, où l'instinct valait tout autant que la réflexion. Le temps alors ne comptait plus, puisqu'on n'en disposait pas. Très tôt, j'ai ressenti cette vérité. C'est au cœur du cyclone que l'on se sent le plus vivant. C'est au bord du précipice que l'on apprécie le plus les joies simples de la vie. Je rêvais tout à la fois d'une vie remplie de fureur, tout en aspirant à la quiétude d'un foyer familial serein et stable. J'ai essayé de tirer de ces contradictions et de ces paradoxes une énergie que je voulais ou que je croyais inépuisable. De fait, elle ne m'a jamais manqué. Elle fut bien souvent la meilleure des alliées, en même temps qu'une planche de salut. De ce point de vue au moins, la vie ne m'a pas déçu. Où que je porte mon regard rétrospectif, je trouve des illustrations de cette réalité, ce mélange en moi de crainte et de désir des tempêtes. C'est peu dire que les 5 années passées à l'Élysée m'ont fourni une matière inépuisable. Je fus servi bien au-delà de mes espérances. D'abord, il a fallu m'habituer à cette idée, aussi nouvelle qu'étrange, que par la magie de mon élection du printemps 2007, il n'y avait plus personne au-dessus de moi à qui rendre des comptes. C'était nouveau. Car jusqu'ici, j'avais toujours eu soit un mentor que je m'étais choisi, soit un chef institutionnel qui m'était imposé, en l'occurrence le président de la République ou le Premier ministre. À compter du 16 mai 2007, j'étais seul. Plus de lien hiérarchique. Bien sûr, il y avait le peuple français, mais sa force collective ne s'exprime pas dans le quotidien des décisions à prendre ou des nominations à effectuer. J'avais une équipe, des conseillers, des amis, des visiteurs du soir, mais j'étais seul à prendre et à assumer la décision finale. C'est le premier sentiment qui m'a envahi après avoir accompagné Jacques Chirac à sa voiture et être remonté dans le bureau présidentiel, devenu le mien, pour les 5 années à venir. J'y suis demeuré seul quelques instants. J'aurais voulu que ces moments durent plus longtemps, malgré les contraintes protocolaires de cette première journée. Je me suis assis derrière le meuble qui fut celui du général de Gaulle et que venait de m'abandonner Jacques Chirac. Je l'avais vu si souvent à cette place. J'ai pensé à l'étrangeté de la situation. Je l'avais voulu, espéré, rêvé. Maintenant, j'y étais. Comment ne pas décevoir tous les Français qui venaient de me faire confiance? Qu'est-ce qui m'attendait? Je n'avais plus personne vers qui me tourner. J'ai fermé les yeux. Tout d'un coup, la gravité et surtout la solitude propre à la fonction me tombaient sur les épaules, comme si elles avaient été dans le bureau présidentiel, bien avant mon arrivée, et que je les avais endossées en y pénétrant. C'était plus brutal que je ne l'avais imaginé. Je pensais m'y être préparé, ce n'était qu'une illusion. On ne peut pas se préparer à un tel choc. Soudain, mon passé avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Seul comptait désormais le présent et l'avenir. C'était vertigineux, tellement fort que cela ne provoquait bizarrement aucune excitation intérieure. J'étais tout à la fois calme et parfaitement conscient d'être au bord d'un précipice. Tout paraissait nouveau. J'avais pourtant déjà exercé de nombreuses responsabilités ministérielles et électives, mais cela n'avait rien à voir avec ce qu'il me fallait désormais affronter. J'étais maintenant au pied du mur. J'avais tant attendu ce moment. Nous y étions. J'étais impatient et pourtant j'éprouvais une certaine difficulté à quitter mon tout nouveau bureau.
Il le fallait cependant. Déjà l'huissier de l'Élysée avait sonné à ma porte 2 fois pour me rappeler les horaires impératifs et la nécessité d'être à l'heure. De fait, j'étais attendu dans la grande salle de réception du palais pour recevoir le collier de grand maître de la Légion d'honneur, qui marque l'entrée officielle du président dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie, très protocolaire, quelque peu désuète, se déroule outre les caméras de télévision devant 500 invités triés sur le volet. De nombreux corps constitués d'inévitables excellences, des ambassadeurs, des habitués des palais de la République, qui ne manqueraient pour rien au monde cette intronisation tout à la fois républicaine et monarchique. Les places étaient si rares que j'avais eu peu d'invités personnels, outre mes collaborateurs les plus proches, peut-être une dizaine, guère plus, en comptant mes enfants. Ironie de l'histoire. C'est le président du Conseil constitutionnel qui officiait en tant que gardien du bon déroulement de l'élection présidentielle. Or, celui-ci n'était autre que Jean-Louis Debré, qui m'a toujours voué une haine tenace, fondée sur une jalousie irrationnelle, mais assez fréquente chez cet homme. Sentiment au demeurant très étrange pour celui qui connut une carrière inespérée au regard de son peu d'intérêt pour les débats intellectuels ou programmatiques. Sa nomination par Jacques Chirac, à peine 2 mois avant mon élection, avait fait l'objet d'une passe d'armes entre nous, une de plus. Je lui avais fait remarquer qu'il aurait été plus républicain de laisser le futur président, quel qu'il fût, procéder à ce choix si important. Peine perdue. Jacques Chirac n'était pas un homme à abandonner une parcelle de son pouvoir, et ce jusqu'à la dernière seconde. Par fidélité à son grognard, par souci de me réserver une ultime difficulté, ou pour les 2 raisons à la fois. Il confirma ce choix et nomma cet opposant déterminé à la tête du Conseil constitutionnel. Si j'en avais eu la possibilité, c'est Édouard Balladur que j'aurais envisagé de nommer à ce poste. Il y aurait fait merveille, car c'est un fin juriste et surtout un homme qui ignore le sectarisme, l'esprit de clan, en quelque sorte l'antithèse de Jean-Louis Debré. En arrivant dans la grande salle des fêtes, j'aperçus immédiatement la silhouette empruntée de celui-ci. Il n'est jamais naturellement à l'aise, mais pour l'occasion il l'était moins encore. Pas encore entré dans les habits de sa fonction, c'était sans doute une épreuve pour lui. Sa détestation à mon endroit suintait de toute sa personne. Je m'en fis intérieurement la remarque, tout en feignant de ne m'être aperçu de rien. Je ne prononçais évidemment aucun commentaire, et commençait mon discours d'intronisation sans même lui jeter un regard. À la réflexion, je mesure que ce fut inutile de ma part, et surtout contre-productif, car il redoubla d'animosité non seulement tout au long de mon quinquennat, mais bien des années après. J'aurais dû agir différemment, c'eût été plus habile et plus intelligent, mais c'était au-dessus de mes forces. Il est vrai que jouer la comédie de la fausse considération m'est un exercice impossible, en tout cas pour lequel j'ai bien peu de prédisposition. C'étaient mes débuts de président. J'avais travaillé depuis plusieurs jours avec le soin qu'on imagine ses premières paroles. J'imaginais naïvement qu'il s'agissait d'un texte important, presque historique. Or, c'est une belle caractéristique française de s'enticher des mots et de s'enivrer des paroles. Mais comme chacun le sait, celles-ci s'envolent et ne restent que les faits, les décisions, les actes. Sitôt le discours prononcé, plus grand monde ne s'en souvint. Pour qu'un discours s'inscrive dans la durée, il doit être prononcé et porté dans et par des circonstances exceptionnelles. L'élection d'un président, pour importante qu'elle soit, n'en est pas une, ne serait-ce que parce qu'elle revient tous les 5 ans. Comme l'ont fait tous les présidents, à l'exception notable de François Hollande, j'avais tenu à saluer l'action comme la personne de tous mes prédécesseurs. Je voulais montrer par là que le président de la République avait une place singulière dans nos institutions, au-dessus des partis. Cela ne doit pas et ne peut pas être qu'une formule creuse et vide de sens. Le président ne doit pas renoncer à ses convictions, mais il a le devoir de parler au nom de tous les Français, y compris de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Il est, ce faisant, le symbole de l'Union nationale. J'étais d'autant plus convaincu de cette nécessité que je voulais donner du contenu à la promesse de rassemblement et d'ouverture que j'avais maintes fois formulée durant la campagne présidentielle qui venait de se terminer.
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.